Rappelez-vous, l'état de Shu subit la triste mort de leur roi Kuretsu. Deux premiers ministres sont alors nés, Karin et Rien. Ce dernier a d'ailleurs orchestré l'assassinat du ministre Shushin-kun. Face à la nomination de ces deux nouveaux ministres, Shue-kun, chef des armées de Qin, décide de ne pas lancer d'offensive sur l'état de Shu, comme convenu. Il préfère temporiser et observer ce qui va se passer. L'armée de Qin est envoyée sur les collines de Kokuyo pour mener une rude bataille face à Zhao. Ils rejoignent le campement dressé par la terrible armée du général Kanki, redouté pour ses méthodes peu orthodoxes. Pillage, viol, tout est autorisé au sein de ses soldats, même les prostituées longent les tentes. Kanki remercie l'unité Isshin d'être ici pour le soutenir durant cette bataille, mais ici, ils devront suivre ses ordres. Naki, soldat de l'armée de Kanki, demande à Bie de rassembler quelques hommes à lui et d'aller voir le général promptement. Il souhaite leur parler. Ce n'est que le lendemain matin que ce même Naki apprend à Shin que son soldat Bie a rejoint les rangs de l'armée de Kanki. En échange, lui-même rejoint les rangs de son armée. Il dispose également de 1000 hommes sous ses ordres. C'est quand même pas dégueu ça. C'est la façon de faire du général Kanki pour que les deux armées puissent mieux se comprendre. Les deux armées se mettent alors en marche en direction des collines de Kokuyo. 50 000 hommes sous Kanki et 8 000 hommes sous Shin. Au sein de la ville de Rigan de l'état de Zhao, le seigneur qui suit se met en marche également, accompagné par ses deux lieutenants, Ryuto et Batei. Et ce n'est pas tout, puisque le stratège Keisha est également de la partie, suivi lui aussi de deux lieutenants, Kinmo et Kakue. À eux deux, leur armée compte pas moins de 70 000 soldats, bien plus que celle de Qin. En parlant d'eux, Shin est invité à rejoindre le général Kanki pour parler stratégie. C'est Maron qui se charge d'expliquer leur véritable objectif. La forêt est plus que dense ici, il n'y a aucune ville à prendre, mais ce qui les intéresse ce sont les 5 collines de Kokuyo. S'ils parviennent à les prendre, alors la victoire leur est assurée. Pour cela, Raido, de l'armée de Kanki, et Shin doivent pénétrer le plus profondément possible dans la forêt afin de faire barrage à l'armée de Zhao au-delà de la colline centrale. Ainsi, ils auront en leur possession 3 des 5 collines sans faire le moindre effort. Il ne faut pas perdre de temps alors, Raido et Shin préparent leur armée. Shin, Karyoten et Kyukai foncent pour gagner un maximum de terrain, mais le lieutenant Batei opte pour une autre stratégie que de leur faire face. Lui et une partie de son armée ont contourné la colline pour prendre l'armée de Shin à revers, en lui tendant une embuscade à la fois en provenance de la gauche, mais également de la droite. Batei apparaît subitement face à Shin et lui envoie un violent coup de hache, montrant un aperçu de sa force. Shin lui renvoie les salutations et demande à ses hommes de ne pas fuir. Il faut tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts. Sauf que la colline, qu'il est censé défendre, vient de se faire prendre par le lieutenant Ryuto. Le lieutenant Sosui de l'armée de Qin arrive enfin pour soutenir l'armée de Shin, ce qui pousse Batei à battre en retraite. Mais ce n'est pas grave, il a réussi l'essentiel, retarder l'avancée de Shin. Karyoten est persuadé qu'ils ont dû utiliser un cours d'eau dont ils n'avaient pas connaissance pour avancer aussi vite. Maintenant, il leur faut reprendre la colline. Il n'y a sûrement qu'un petit groupe de soldats à sa tête, une armée entière ne pourrait pas traverser un cours d'eau. C'est Denyu qui est alors chargé de guider une unité pour reprendre la colline. Pendant ce temps-là, Shin et Sugen prendront l'ennemi par surprise. Tout se passe alors parfaitement bien, à un détail près quand même. Ils se sont fait baiser comme il faut, l'ennemi a juste fait croire à la prise de la colline pour leur faire perdre un temps considérable afin que l'armée de Zhao puisse avancer tranquillement pour s'emparer de la colline centrale. On peut dire que Shin a mis l'armée de Qin dans la merde sur ce coup-là quand même. Kyukai de son côté découvre la présence d'un petit village au milieu de cette forêt qui n'a pas l'air au courant qu'une guerre est sur le point d'éclater. Elle ne peut se résoudre à les abandonner, alors elle s'y rend pour les prévenir. Elle demande à Kuei d'alerter Shin sur la présence de ce village. Pour information, notre cher Bie se trouve au sein de la deuxième ligne de l'armée de Raido. C'est à la base le chef d'un groupe de brigands, mais comme tous les autres, le général Kanki les a recrutés un par un, alors chacun ses spécialités. Mais de toutes, les deux clans les plus à craindre sont celui de Zeno ainsi que Saki, qui prennent un malin plaisir à tuer et à torturer. Soudain, le général Kanki arrive en personne devant eux, accompagné de Rinryoku. Ils savent que Shin a merdé sur le flanc droit, alors ils essaient de rattraper les pots cassés. D'ailleurs, Keisha avance tranquillement vers la colline centrale, n'ayant aucune pression sur le côté gauche qui l'attend. Toutefois, Kanki a sollicité l'aide du clan Zeno pour mettre le bazar sur le flanc droit de l'armée de Zhao. Dès lors, le seigneur qui suit demande à Keisha d'attendre avant d'envoyer l'armée grimper la colline, car le clan Zeno pourrait très bien les prendre à revers
ensuite, et les pertes seraient alors considérables. Pendant que Gakue de l'armée de Zhao s'occupe de bloquer Zeno et Raido, Keisha fonce sur la deuxième ligne où se trouve notamment BA. En faisant cela, Keisha supprime des renforts potentiels pour l'armée de Kanki vers l'armée centrale. Il a eu l'intelligence de bifurquer là où personne ne se trouve pour prendre la deuxième ligne de Kanki à revers. De plus, il a envoyé des soldats pour encercler Zeno et Raido. Voyant que les renforts de la deuxième ligne ne viennent pas, Raido demande à Zeno de sonner la fuite en utilisant le lapin de feu. Cela donne le feu vert à tous les brigands de prendre la fuite lorsqu'une situation est jugée foutue. Les soldats partent alors dans tous les sens, essayant de sauver sa propre peau. S'enfuir de la sorte présente tout de même deux avantages. Ça permet de limiter les morts, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et de plus l'ennemi ne sait pas s'ils prennent la bonne direction en poursuivant les fuyards. Cela permet à Raido et Zeno d'en profiter pour brûler l'une des collines du clan de Zhao, clôturant ainsi la fin de la première journée de bataille. Karyoten est persuadée que Zhao va lancer une attaque durant la nuit. Elle demande d'augmenter le nombre de gardes et d'éclaireurs. Pendant ce temps, Kyukai est coincé derrière les lignes ennemies, ce qui explique son absence au QG. Elle veut saisir cette opportunité pour infiltrer l'ennemi, malgré que ses hommes essaient de la dissuader, au vu du danger que cela représente. Mais selon elle, risquer sa vie pour prendre la tête d'un commandant de 10 000 hommes, c'est quand même très peu, contrairement à envoyer des milliers de soldats périr le lendemain pour le même objectif. Grâce à ses capacités hors normes, elle parvient à se faufiler au milieu du campement de Zhao et arrive face au lieutenant Ryuto. Il est surpris de voir qu'une humaine puisse arriver jusqu'ici sans être vue, mais Kyukai se fait surprendre par un piège et se fait même toucher par la lame de Ryuto. Mais tout de même, elle arrive à s'enfuir tout en le touchant également. Pas dégueu en vrai. De son côté, Shin reçoit Bain, un messager de Kanki qui est venu lui prendre son bras droit pour avoir merdé la prise de la colline centrale la veille. Shin a bien conscience de son échec, il compte bien reprendre le contrôle du flanc droit demain et prendre la tête du général Keisha de ses propres mains. Les visites ne sont pas finies pour lui, puisque c'est au tour de Maron de venir lui parler de la stratégie mise en place pour le deuxième jour de bataille. Une guerre risque d'éclater au beau milieu de la colline centrale. Ça sera à son armée de jouer, ainsi que celle de Raido, pour repousser l'armée de Zhao, afin qu'une partie des soldats puisse prendre en embuscade l'armée de Zhao qui se trouve sur la colline centrale. Si jamais il vient à échouer une deuxième fois, le général Kanki lui enverra le clan Saki, spécialiste de la torture. Le deuxième jour de bataille commence. L'armée de Shin avance bien plus facilement que le premier jour, mais Karyoten le sait. Il y a bien moins de soldats également, ce qui explique leur rapidité. Ils finissent par arriver devant une rivière où l'armée de Zhao a déjà pris position. Comme le dit le lieutenant Batei, il est bien plus facile de défendre une zone à partir d'une berge. L'eau est bien trop profonde pour que les chevaux s'avancent et les archers de Zhao n'ont qu'à décocher leurs flèches pour mettre la pression sur les soldats de Qin qui s'avancent. Heureusement, un spécialiste des rivières du nom de Kyo se trouve avec eux. Karyoten a beau parcourir le long de la berge avec lui, aucun chemin ne semble envisageable. Elle fait toutes les simulations possibles mais ne trouve rien, aucune solution. La seule qui lui vient à l'esprit est d'utiliser deux chemins où l'eau est la moins haute. L'un sera utilisé par Shin et l'unité Iyu pour envahir le lieutenant Batei, tandis que l'autre sera emprunté par Karyoten et Sosui. Au bout, une berge en forme de cône les attend, idéal pour éviter un maximum d'archers. Évidemment, Batei est au courant de ces deux chemins, son compatriote Ryuto l'a mis au courant, mais Karyoten a un troisième chemin bien plus dangereux avec une falaise qui surplombe la rive d'en face, mais l'avantage est qu'il n'y a aucun soldat posté à cet endroit. Pourquoi ? Parce que c'est bien trop dangereux. Personne ne s'y aventurait. Kyo, ce grand malade, a eu le courage de plonger dans le courant pour traverser la rivière afin d'y attacher une corde pour que les autres soldats traversent à leur tour. Toutefois, c'est clairement une mission suicide car le courant est vraiment puissant. Voyant le sang de leurs camarades couler le long de la rivière, N et les autres se jettent à l'eau. Le plan est suivant. Le groupe de N réussit à atteindre l'autre rive, puis prend à revers l'armée de Batei, ce qui permet à Shin d'envahir leur rive à son tour, ouvrant la voie à toute son armée. Batei étant au courant que l'unité Ishin a réussi à prendre la berge plus bas, décide de se replier dans la forêt pour ne pas être pris en étau entre le groupe de Shin et celui de Karyoten. La bataille décisive, qui devait avoir lieu en plein sur la colline centrale, n'arriva pas. Les deux camps s'observent sans bouger, au grand désespoir des hommes de Zeno, qui n'en peuvent plus d'attendre sans pouvoir tuer personne. Raido a reçu pour consigne du général Kanki de ne prendre aucune initiative. Les guerres se déroulent alors sur les flancs, où Maron affronte le général Kinmo,
de l'armée de Keisha sur la gauche de la colline, mais aucun des deux n'arrive à prendre le dessus. C'est sur le flanc droit que les choses bougent le plus, et en faveur de Kanki, où l'armée dirigée par Kokuo est parvenue à repousser les soldats de Zhao. Elle apprend d'un messager que l'unité Isshin a réussi de son côté à repousser également l'armée de Batei. Alors elle compte en profiter pour lancer l'assaut, mais tout à coup, Kisui en personne se montre en haut de la falaise. Sa seule présence suffit à galvaniser tous les soldats de Regan. Kokuo sait qu'il ne sert plus à rien d'attaquer, elle demande à ce qu'on appelle Kakun, pour qu'il puisse stopper leur avancée. Cela fonctionne très bien, mais Kisui n'attend pas, il dévale la pente à cheval et se charge de décimer Kakun ainsi que son armée. Kokuo se rend compte qu'elle s'est trompée, elle pensait cette pente impraticable. Elle demande le repli général, elle doit repenser les troupes face à cet échec. C'est ainsi que s'achève cette deuxième journée de conflit. Sans réel vainqueur, les positions de Kin et de Zhao n'ont pas beaucoup évolué, hormis l'unité Isshin qui a réussi à traverser la rive. D'ailleurs, elle commence à s'inquiéter de ne toujours pas voir Kyukai revenir. Karyoten compte envoyer une unité à sa recherche dès demain. Dès le commencement de la troisième journée, Batei ne parvient pas à contenir les attaques de l'unité Isshin qui commence à gagner du terrain. Le lieutenant Ryuto arrive alors pour l'épauler. Au vu de la situation, tout est encore possible. Karyoten, quant à elle, souhaite profiter de leur avantage pour charger la colline centrale avec une unité. Kisui voit très bien l'intention de l'unité Isshin qui se trouve juste en dessous de lui. Elle est quand même pas con quoi. Il est obligé de mobiliser un tiers de son armée pour la poster en défense. Tous en soi attendent le mouvement de Kanki. Le temps passe et le troisième jour se termine, sans que Kanki n'ait bougé le moindre petit doigt. De quoi faire péter un câble à Karyoten qui ne comprend pas pourquoi il ne profite pas d'une telle occasion créée pour envahir l'ennemi. En ce qui concerne Kyukai, car faut bien prendre de ses nouvelles à celle-là aussi, suite à sa blessure subie par le général Ryuto, elle a été recueillie puis soignée par la chef du village qu'elle a prévenue de la guerre imminente qui allait frapper. Cette chef d'ailleurs ne considère pas ce petit village comme étant à Zhao, alors pour elle Kyukai n'est pas une ennemie, mais une femme soldat qui a besoin d'être soignée. Si elle ne fait pas de folie, elle pourrait reprendre part au combat dès demain, mais pour l'instant, la vieille dame lui raconte le passé du seigneur qui suit. Son nom est méconnu car il n'a pas participé à de grandes guerres depuis plus de 15 ans suite à la tragédie qu'il a vécue. À l'époque, c'est son père Kisho qui était le seigneur de Regan. Il était en conflit avec Tokan, l'homme qui gouverne la ville voisine, Anka, pour dominer le terrain qui se situe entre eux. Cela entraîna une rude bataille entre les deux camps, avec d'un côté une armée extrêmement nombreuse pour Tokan, contre une armée bien plus préparée à l'art de la guerre pour Kisho. Durant la dernière journée de bataille, Kisui réussit à s'infiltrer jusqu'à Tokan et à prendre sa vie, mettant ainsi fin à cette guerre terrible qui marquait les mémoires. Seulement, cette victoire a eu de graves conséquences. L'avancée de l'armée de Kisui a permis à Tokin, fils de Tokan, d'envahir la ville de Regan pour la mettre à sec. Il prit en otage enfants, femmes et vieillards et ordonna à Kisho de se rendre s'il ne souhaite pas voir une effusion de sang dans son village. L'échange eut lieu, Kisho ainsi que ses soldats les plus fidèles ont été brûlés vifs en échange que les civils ne soient pas tués. Toute cette affaire a été réalisée sous le regard de la capitale Kantan, et plus précisément de Riboku. Kisho confie alors la succession de Regan à son fils Kisui et lui demande de bien prendre soin des enfants. C'est ainsi que le troisième jour s'acheva pour laisser place au quatrième jour avec pour consigne reçue concernant l'unité Isshin, de ne pas bouger. Sauf que contrairement à la veille, où il a dû faire face à Batei uniquement, il est menacé par Ryuto ainsi que Kisui. Autant dire que retenir autant de soldats de Zhao risque d'être très compliqué. Mais Kanki a grand cœur, il a promis d'envoyer du renfort. Ah, on verra. Mis à part ça, toutes les autres armées restent immobiles comme la veille. Et il y en a un qui commence à s'agacer de cette situation. Le stratège Keisha. Il décide de sortir son épée et de charger l'aile droite de Kanki, contrôlée par l'unité Isshin. Cela est très mauvais, car En et Sosui galèrent déjà à retenir les soldats de Batei et Ryuto face à eux. Avec l'arrivée de Keisha dans leur dos, l'unité Isshin risque de perdre énormément d'hommes. Shin, Garo et Gakurei comprennent rapidement la situation et tentent de stopper l'offensive provoquée par Keisha. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'unité Isshin ne se fasse avaler tout rond. Cela surprend énormément Kinmo qui travaille sous les ordres de Keisha depuis longtemps. Il n'a pas pour habitude de charger par agacement. Il a peur qu'il soit en train de jouer le jeu de Kanki. Les choses sont en train de bouger puisque le clan Zeno rejoint l'unité Kokuo. Il charge en diagonale les défenses de Kisui, ce qui explique pourquoi ils réussissent à pénétrer aussi facilement, mais surtout, ils ne prennent pas la peine de se préoccuper de Kisui en personne.
Leur véritable objectif est de foncer sur Keisha, qui se trouve au pied de la colline. Kinmo comprend que trop tard, les manœuvres de l'armée de Kanki. Il souhaite venir en aide à Keisha, mais Maron et son armée le chargent au même moment. C'est donc tout naturellement au tour de Kisui de venir en aide à Keisha, qui commence à se faire encercler par le clan Zeno. Ce dernier possède une puissance prodigieuse qui repousse Kisui, mais ce dernier souhaite que sa venue profite à Keisha pour qu'il se replie. Toutefois, cela semble compromis, cela ne change rien à la situation. Par contre, ajoutez-y Batei et Ryuto, là ça peut faire la différence. Keisha d'ailleurs n'attend pas, il se faufile et réussit à s'extirper de ce merdier. Il a quand même eu la bonté de laisser certains de ses hommes en bas, pour permettre à Kisui de retourner à son armée laissée en défense face à la terrible Kokuo, qui est en train de faire un carnage. Mais dans ce cas, il y a une unité qui dès à présent est seule, dont plus personne ne se préoccupe. L'unité Isshin. Shin propose à Karyoten d'en profiter pour foncer prendre la tête de Keisha. S'il parvient à se réorganiser, ils ne trouveront pas d'autres occasions où il sort de sa toile. C'est maintenant ou jamais. Il traverse alors la forêt pour venir charger directement l'armée de Keisha. La fatigue des soldats se fait toutefois ressentir, la percée est moins efficace que prévu, d'autant plus que Ryuto est très réactif. Il vient instantanément en renfort pour mettre fin aux espoirs de l'unité Isshin. Karyoten est même prise pour cible, mais elle est sauvée par la goth Kyukai. Elle s'excuse pour son retard et se charge de retenir Ryuto et son armée avec son unité. Pendant ce temps, Shin peut poursuivre son ascension jusqu'à Keisha. Il ouvre la voie à ses hommes pour qu'ils conservent leur morale et l'envie d'arracher la tête du brillant général Keisha. Face à la ténacité que démontre l'unité Isshin, Keisha préfère reprendre position pour s'organiser de nouveau. Mais sa route est barrée par l'arrivée de Naki, qui n'attendait que ça pour faire gagner le temps nécessaire à Shin d'arriver à sa hauteur. Les deux hommes débutent alors leurs échanges de coups d'épée, montrant avec surprise la force de Keisha, malgré qu'il reste la plupart du temps en retrait. Kyukai, de son côté, montre toute l'étendue de son talent en éliminant tous les soldats qui lui arrivent dessus, tout en tenant les échanges face à Ryuto. Sa blessure d'il y a quelques jours l'empêche de combattre convenablement, et pourtant elle réussit à venir à bout de Ryuto. Ça vaut ce que ça vaut, mais elle lui promet de ne pas faire subir d'atrocités aux habitants d'Oregon. Shin, quant à lui, vient à bout de Keisha en lui enfonçant son épée verticalement depuis son épaule droite. Il faut maintenant partir, mais avant tout, il récupère Kyukai, qui n'a plus la force de bouger. Kinmo ainsi que Kisui apprennent la mort de Keisha. Seul Kanki n'en a pas connaissance, car il se trouve à l'opposé de la colline où Keisha est mort. Alors certes, Kisui et Kinmo ont connaissance de sa mort, mais pas les soldats. C'est pourquoi Kisui souhaite poursuivre le combat. Le moral des troupes est toujours intact. Il faut en profiter pour faire tomber l'armée de Kin. Le flanc gauche est alors confié à Batei, qui, aidé par sa colère envers les envahisseurs de Kin, qui ont pris la vie de Ryuto, compte bien écraser Kokuo. Le problème est surtout situé sur le flanc droit, confié à Kinmo justement. L'armée de Maron fait jeu égal avec la sienne, alors Kisui lui vient en renfort afin qu'ils puissent ensemble écraser son unité. Qui de l'armée de Kin ou de Zhao parviendra à prendre le contrôle de la colline centrale? Nous allons pas tarder à le savoir, puisque Maron, Kokuo ou encore Raido reçoivent pour ordre de se retirer complètement de la colline. Le général Kanki a trouvé une solution bien plus simple pour la récupérer par la suite. Utiliser le clan Saki pour torturer les habitants de la région afin que Kisui cède la colline. Le 5e jour de la bataille de Kokuo se lève. Kisui et Kinmo sont surpris de voir des feux un peu partout au sein de la forêt. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Shin, Karyoten et Kyukai reviennent enfin vers leur base après avoir passé la nuit à semer les soldats de Zhao. Ils découvrent que la colline est occupée par l'ennemi, mais Kyukai aperçoit surtout un feu en direction du village qui l'a aidé. En arrivant, il découvre l'endroit complètement brûlé, mais aucun corps. Shin sent que quelque chose cloche et en se précipitant près de là, il tombe sur des hommes de Kanki qui empilent tout un tas de cadavres. Parmi eux se trouve la chef du village qui a soigné Kyukai. Sa colère est telle qu'elle ne peut s'empêcher de trancher les hommes de Kanki qui ont réalisé ce carnage. Shin et Kyukai ne peuvent contenir leur rage envers Kanki, ils se dirigent alors tout naturellement vers lui. Forcément, Shin ne comprend pas comment il peut tomber aussi bas. Pour lui, la guerre ne se résume pas à tuer des innocents qui ne se rebellent même pas. Des gens qui agissent de la sorte ne sont pas dignes d'être général ou même soldat. Raido le corrige pour qu'il se taise, mais Shin rétorque et l'envoie paître au loin. Kokuo sort alors son arc, mais Kyukai se charge de la mettre à terre. La situation commence à devenir incontrôlable, mais Kyukai menace de tuer le général Kanki s'ils font le moindre geste. Ce dernier sait pertinemment qu'elle ne fera rien. D'ailleurs, à son tour, il donne l'ordre de tuer Denyu pour prouver qu'il a raison.
Mais avant que la situation ne soit irréversible, BA intervient pour tenter de calmer les deux camps. Il veut que Shin sache que les villages brûlés étaient en réalité des bases de l'ennemi pour se ravitailler. Du moins, c'est ce qu'un soldat de Kanki lui a dit. Shin n'en revient pas que BA, l'un de ses plus vieux alliés, puisse remettre en question les valeurs pour lesquelles ils se battent. Lorsqu'il voit un bracelet tomber de sa poche, alors là Shin est hors de lui, il lui fout son poing dans la gueule et lui demande de ne plus revenir au sein de l'unité Ishin. Face à ce spectacle pitoyable, Kanki leur demande de déguerpir, il en a assez de leur jérémiade, de toute façon, il ne brûlera plus rien, vu que tout a déjà été cramé. BA n'accepte pas d'être viré de l'unité juste pour un unique bracelet, après tout ce qu'il a traversé, toutes les guerres qu'il a menées pour la victoire de Shin, la perte de son frère. Il est écœuré par cette décision qu'il trouve injuste. Des hommes de Kin essaient de le raisonner, mais rien à faire. Quand tout à coup, ils entendent des hommes de Kanki se moquer de l'intervention de Shin. BA ne le tolère pas, alors il descend pour leur dire à quel point Shin est un grand général. Seulement, il se fait juste corriger en retour par les soldats de Kanki. Il faut attendre l'intervention de Naki pour qu'il s'en sorte. Il le ramène alors au camp de Shin, lequel veille sur lui. À son réveil, Shin rappelle qu'il ne peut tolérer que ces hommes se mettent à voler, piller ou massacrer de parfaits innocents. Il a bien conscience qu'il apparaît comme un gamin aux yeux des autres et s'excuse d'imposer ses caprices, mais il ne peut en être autrement, car c'est la vision que Yu et lui-même ont d'un grand général sous les cieux. C'est le général qu'il aspire à devenir. BA s'excuse encore pour le bracelet, il a compris que la différence entre l'unité Ishin et l'armée de Kanki est que ses compagnons ont un cœur. Ils se battent parce qu'ils croient aux valeurs tenues par leur chef Shin. BA est bien entendu repris dans l'unité, achevant ainsi le 5e jour, où Zhao a eu tout son temps pour fortifier la colline centrale. Lors du 6e jour, Kisui est appelé en urgence en bas de la colline. Il est guidé par un messager jusqu'à une scène d'horreur. Kanki lui a fait cadeau d'une sculpture macabre avec un message disant qu'il compte lui en offrir encore une autre plus terrifiante au sein du village Regan. C'est désormais à lui de faire un choix, sacrifier la colline centrale et gâcher ses 5 journées de lutte, de perte, pour rien, afin de partir immédiatement pour Regan, ou bien maintenir leur position. Bien que Kinmo lui ouvre les yeux sur le fait qu'il s'agit d'un piège tendu par Kanki pour le faire sortir, Kisui ne peut s'y résoudre et décide de se rendre à Regan. Allez, rien à foutre de la guerre. Une fois là-bas, il observe que tous les habitants sont bien sains et saufs, mais comme prévu, l'armée de Kin est en train d'attaquer l'armée de Kinmo et de Gakuei, qui défendent la colline. Kanki s'est assuré d'attirer suffisamment loin Kisui pour rebrousser chemin et attaquer la colline. Ils ne peuvent absolument pas contenir la puissance monstrueuse de Zeno ou encore de Shin. Ils sonnent le retrait général des troupes, signant la victoire de l'armée de Kin au soir du 6e jour de bataille. Même s'ils ne tolèrent pas les pratiques mises en avant par Kanki, l'unité Ishin est bien obligée de reconnaître que les résultats sont là, et surtout, ils possèdent la colline avec les fortifications faites déjà et très peu de blessés. Chose inattendue par contre qui se produit, c'est l'envie de Naki d'être muté définitivement au sein de l'unité Ishin. Ah bah, je peux vous dire que cela froisse un peu Kanki, ainsi que les autres lieutenants, mais il a ses raisons, alors ils acceptent. Après une petite correction. À Kanyu, capitale de l'état de Kin, un messager arrive, prévenant la venue d'une délégation d'origine inconnue, rassemblant le roi de l'état de Ki, ainsi que Riboku, premier ministre de l'état de Zhao. Cela est orchestré par Seitaku. Alors Shuei-kun souhaite avoir des explications. Il ne voulait faire venir au début que le roi de Ki, mais pour venir jusqu'à Kin, il a dû traverser Zhao. Et les deux conditions pour qu'ils acceptent qu'il passe étaient de l'argent, évidemment, ainsi que le droit de l'accompagner. Uken, le roi de Ki, est venu spécialement pour discuter avec le roi de Kin, Eisei. Il n'accepte alors que Seitaku pour participer à leur conversation, ainsi que le ministre Shubun-kun. Une fois seul, il ne tourne pas autour du pot, il lui confie qu'il pensait d'abord s'allier à Riboku pour envahir Kin. Seulement Seitaku lui a expliqué le fond de sa pensée, son envie de rallier les autres États pour n'en former plus qu'un. Cette idée l'intéresse, ou du moins ses arguments. Il est important de se rendre compte de la réalité des choses. Exterminer un État, c'est priver ses villageois de repères. Ils sont enracinés à leur État. Si Kin supprime tous les États, comment va-t-il faire pour intégrer les habitants des autres États? Ce n'est qu'une ère de corruption qui les attend, et cela pourrait être bien pire que l'ère actuelle, où les guerres pleuvent de partout. Si Eisei n'a pas de réponse à donner à ces interrogations, c'est une guerre qui les attend. Mais notre cher roi a bien une réponse, et pas des moindres, car pour lui, il ne s'agit en aucun cas d'une guerre de conquête, mais d'une guerre visant à créer un tout nouvel État. Si tous les habitants sont issus d'un nouveau et même État, alors leur sentiment d'appartenance ne sera pas affecté. De plus, il ne compte pas laisser un seul homme diriger un État aussi vaste.
cela serait complètement impossible. C'est pourquoi il compte s'en remettre à la loi. Elle veillera à mettre tout le monde sur un pied d'égalité, qu'une personne soit un noble ou un roturier, qu'il soit de kin ou de Qi. Cela ne changera absolument rien. Voilà qui convainc plutôt efficacement le roi de Qi, qui voilà une façon de préserver l'identité de chacun qu'il n'avait pas pensé. Dans la mesure où le roi essaie, respecte ce qu'il vient de dire, le jour où son armée arrivera aux portes de son pays, il rendra les armes et acceptera de capituler pour joindre son utopie. Heisei le remercie, mais également Saitaku, qui a permis cette rencontre. Il est désormais l'heure pour lui de se retirer pour tenir l'audience avec Riboku. Le roi de Qi est heureux d'avoir pu échanger avec le roi de Qin, il remercie Saitaku, et le voyant déjà parti pour l'autre monde, il lui promet de rester en vie jusqu'à ce que leur rêve à tous les deux se réalise.